Chers amis de la liberté, bonsoir et merci d'être venus. Alors, comme à chaque fois, c'est le rite, hein, je vais vous annoncer un certain nombre d'éléments rituels. D'abord, la prochaine conférence qui se tiendra ici même le 11 mai prochain. Et vous allez être gâtés. Elle va prendre la forme d'un entretien, un de plus, entre deux entretiens, entre deux plasticiens, niçois pur sucre, hein, Edmond Baudouin et Ernest Pignon-Ernest. Bon, vous allez me dire, comme nos deux conférenciers sont aussi niçois, ça risque de faire un peu communautarisme. Cela dit, je vous rassure, je suis mentonné, donc ça va être une ouverture sur le monde entier, une fenêtre, on vous rassure. Alors, et puis il y a d'autres gens qui sont tout au fait normaux. Alors, ces deux artistes, dont la notoriété dépasse largement le cadre du comté, n'ont jamais oublié leur petite batterie, et tous les deux nous ont laissé... Ernest Pignon-Ernest, il est membre fondateur d'ailleurs des Amis de la Liberté, et c'est lui qui a dessiné notre logo. Edmond Baudouin, lui aussi, nous a laissé pas mal d'œuvres. Il n'a jamais boudé son soutien aux Amis de la Liberté. Alors, le mercredi 3 mai, dans la salle de la rue François-Guizol, se tiendra un séminaire consacré à la reconfiguration de l'hégémonie bourgeoise en France dans les années 30, des années 30 aux années 50. Alors, le 8 juin, vous savez que nous avions programmé notre ami Henri Benaruis, qui devait assurer une conférence sur les idéologies racistes et xénophobes. Malheureusement, il n'est pas sûr de pouvoir assurer sa conférence, et il nous a, à cette date-là, il nous a demandé de la reporter à l'automne. Donc elle aura lieu courant novembre. À la place, nous avons sollicité notre ami Christian Gilabert, qui évoquera les Vikings. Les Vikings, qui sont un peuple qui mérite d'être connu, à la fois commerçant et pillard. C'est pas forcément synonyme, hein, mais en tout cas, eux l'étaient, et entre deux pillages de monastères qui permettaient de faire circuler l'argent, ils nous ont aussi apporté tout un tas de techniques qui ont fait avancer le progrès dans l'Europe continentale. Alors, ah oui, et puis, dernière annonce, tout aussi rituelle, je vous fais confiance quant à la gestion de vos téléphones portables, d'une part, et nous faisons appel à votre générosité, comme pour payer le vigile, comme pour vous le rappeler, certains petits paniers judicieusement placés près des sorties de secours. Alors, ce soir, nous allons évoquer les menaces qui pèsent contre l'état de droit dans notre pays. Alors, pour les évoquer, Jacques Toubon s'entretiendra avec Jean-François Tialdi sur lui, il est là, ça là. Hein. Alors, je pense que quand même, nous connaissons la carrière de monsieur Toubon, qui a été ministre, notamment de la Justice, mais aussi qui a été défenseur des droits, fonction qu'il a, entre parenthèses, portée à un haut niveau d'exigence, qui fait que ses successeurs sont obligés d'assurer le service après-vente. Et ce sont les expériences qu'il a fait dans le cadre de ces différents mandats qui l'ont mené à écrire un livre, hein, je dois vous dire, dans lequel il nous fait part de ses craintes quant aux menaces, hein, qui pèsent sur l'état de droit dans notre pays. Ce livre, il le dédicacera demain au public à la librairie Masséna entre 14 et 16 heures. Et Jean-François Tialdi va l'interroger à propos justement, à propos du contenu de son livre, à propos de cette menace, hein, de ces menaces. Alors, Jean-François Tialdi, chef pour les intimes, vous le connaissez tout de même, hein, il était rédacteur en chef à France Télévisions, ancien animateur d'émissions politiques de FR3 PACA, il a aussi animé des émissions culturelles. C'est une figure incontournable aussi du syndicalisme dans le milieu des journalistes. Alors voilà, je vais leur laisser la parole, et avant j'ai quand même posé une question, parce que je me la suis posée à moi-même, et j'ai eu beaucoup de mal à trouver une réponse, avant d'aller honteusement sur Wikipédia pour vérifier. En quoi consiste cette notion d'état de droit? L'état de droit, si je ne veux pas me lancer dans des explications trop philosophiques ou ontologiques, l'état de droit, c'est la situation dans laquelle vit une collectivité, en l'occurrence, on l'applique aux nations, aux ensembles de nations, lorsque sont assurés pour les membres de cette collectivité, de cette nation, un certain nombre de libertés, de droits, qui sont considérés, disons, depuis le XVIIIe siècle ou depuis la fin du XIXe pour certains autres, comme des droits fondamentaux. Je prendrai un exemple.
qui est peut-être le plus simple et le plus spectaculaire, pouvoir toujours recourir à un juge indépendant, c'est-à-dire avoir un système de justice qui permette de dire le droit de manière libre et indépendante à la demande de chacun et de chacune. Ça, c'est un des grands éléments de l'état de droit. Mais dans l'état de droit, il y a, par exemple, la liberté de l'information, la liberté d'expression, donc la liberté des médias, la liberté d'aller et de venir, qui est, je le rappelle, la première de toutes les libertés, de tous les droits fondamentaux, qui a été conquis à la fin du XVIIIe siècle. Car jusque-là, il y avait dans notre pays des systèmes d'assignation, plus ou moins. Si vous étiez, par exemple, un employé dans le domaine d'un noble, vous ne pouviez pas aller ailleurs. Quand vous étiez dans une certaine ville, il n'y avait pas la possibilité, il y avait notamment des systèmes d'octroi qui faisaient que vous ne pouviez pas sortir ou entrer de cette ville. Et donc, cette liberté d'aller et de venir, c'est fondamental. De la même façon, bien entendu, dans le domaine politique, on considère que la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire le fait que les trois pouvoirs traditionnels fonctionnent de manière indépendante l'un de l'autre, la séparation des pouvoirs et l'élection des dirigeants fait partie de l'état de droit. Mais j'aurai l'occasion peut-être de dire que ça ne suffit pas. Ce sont des conditions nécessaires, en quelque sorte, qui constituent effectivement l'état de droit, mais pour autant, on se rend compte, et c'est ce que j'écris dans ce livre, c'est peut-être de ça que je vais parler ce soir, qu'il n'est pas toujours concomitant entre la disposition d'un certain nombre de ces principes et l'état de droit. Le plus bel exemple, c'est que toutes les démocraties qui ont commencé depuis 10, 20 ans, 30 ans à dériver en matière d'état de droit, elles l'ont fait sur la base d'élections. C'est-à-dire que, je ne vais pas commencer mon exposé, mais le plus bel exemple, c'est depuis 12 ans, M. Orban dirige la Hongrie en étant à 4 reprises, et il va l'être maintenant à une 5e fois, élu avec des majorités toujours de plus en plus larges, et il utilise ces majorités pour tuer les éléments de l'état de droit. Mais il est majoritaire dans le pays selon les critères de la démocratie représentative. C'est pour ça qu'on emploie souvent l'expression démocratie illibérale, ou on le dit aussi par exemple autocratie élective. C'est un mot par exemple qui est utilisé aujourd'hui par les Anglais, autocratie élective, pour parler du système qui prévaut aujourd'hui en Inde. Je rappelle que l'Inde était la plus grande démocratie parlementaire dans le monde, 1,4 milliard. Là, et jusqu'à des années récentes, c'était un système qui fonctionnait plutôt bien avec un certain nombre de personnages charismatiques, les Gandhi, les Nehru, les etc. Mais quand même avec un système. Et aujourd'hui, on la qualifie de... Voilà, alors voilà ce que c'est l'état de droit. Mais autrement dit, et j'ajoute que état de droit, c'est quelque chose qui n'est pas une coquetterie. S'écrit avec un grand E. Il y a un grand E à état. Il y a petit d à droit, mais un grand E à état. Parce que c'est une formule consacrée. Ça n'est pas simplement dire monsieur, est-ce que vous pouvez me dire quel est l'état du droit dans votre pays? Non, c'est l'état de droit, c'est une formule consacrée, en anglais state of law, ce qui est moins, de mon point de vue, moins parlant que le nôtre, mais peu importe. Voilà. Excuse-moi, j'ai anticipé. Pas de souci.
Bien, avant de vous donner la parole, je poserai que 4 questions à Jacques Toubon pour essayer de donner l'essence même de ce bouquin. Et je pense que la plupart d'entre vous qui me connaissent, s'il y a 20 ou 30 ans, je vous avais dit que je partageais 90% de ce qu'écrit Jacques Toubon dans son bouquin, ça vous aurait bien fait rire. Et pourtant, on va commencer par l'immigration. Ça veut dire qui est-ce qui a changé? C'est lui ou moi? Non, je crois ni vous ni moi. J'ai découvert un vrai républicain de droite. On va parler de l'immigration, parce qu'inévitablement, ce matin, notre confrère, on remercie d'ailleurs ce matin d'avoir accordé une page entière à Jacques Toubon et d'avoir annoncé la conférence de ce soir. Mais une fois de plus, à la une de Nice Matin, ce matin, on avait les renforts immédiats à la frontière franco-italienne, donc ici, avec un objectif, faire face à une... Ça a été fait pour ça, je te signale, ça a été fait pour les habitants des Alpes-Maritimes. Et le titre, objectif, faire face à une pression migration continue, accrue, donc une fois de plus, une sur l'immigration. Une question qui va revenir au Parlement à l'automne maintenant, d'après ce qu'a dit Elisabeth Borne avant-hier, si elle y arrive, avec le projet de loi du gouvernement. C'est pas sûr. Avec les propositions les plus extrêmes possibles de notre cher député Éric Ciotti, qui a déjà dit qu'il ne voulait pas d'une proposition de loi qui était une eau tiède. Et puis parce qu'on est dans les Alpes-Maritimes, avec la surenchère du Rassemblement National, puisque malheureusement, ils ont 3 députés dans le département. Alors dans le bouquin de Jacques Toubon, on apprend que dans son appartement, il a accroché la photo d'une cité de banlieue des années 50 où figure une fillette. Une de ces cités, dites-vous, Jacques Toubon, construite afin d'accueillir les nombreux travailleurs étrangers venus contribuer aux 30 Glorieuses, et vous poursuivez, la fillette représente pour moi tous les êtres humains déplacés, exilés, immigrés ou migrants, le potentiel de vie présent en chacun à condition qu'on le reconnaisse, l'accompagne et le soutienne, elle protège les arrivées et les départs. Et puis vous poursuivez, le repli sur soi et le rejet de l'étranger compromettent les valeurs d'hospitalité et de diversité de notre République. Les migrations qui firent le rayonnement de l'Occident ne sont plus que des sujets de crainte. Le droit d'asile ne semble plus évident à certains de nos contemporains. La protection sociale choisit ses cibles. Et donc, parmi vos succès comme défenseur des droits, vous avez fait une intervention avec les associations humanitaires de Calais, j'avoue que j'avais trappé, qui a notamment permis que les migrants entassés dans des bidonvilles et qui avaient fait l'objet de traitements humanitaires dégradants reconnus par le Conseil d'État, se voient reconnaître un minimum de droits, notamment d'être nourris et soignés. Je trouve que c'était quand même assez courageux de votre part. En 2016. Donc première question sur l'immigration. Allez-y. Vous dites plein de bonnes choses, j'ai résumé. Je pense que pour moi, la question de l'immigration est une question qui recoupe complètement l'inquiétude que j'ai manifestée à travers ce livre, et à travers mes propos, mes écrits, et qui est que, à force d'identitarisme, à force d'identité, à force de particularisme, de communautarisme, et à force de se renfermer sur nous-mêmes, et reste à savoir qu'est-ce que c'est nous-mêmes, on finisse d'une part, c'est ce qui se passe dans un certain nombre de pays, par mettre en cause les principes démocratiques. Dernier exemple en date, l'Inde, donc la plus grande méritocratie du monde à une certaine époque, aujourd'hui, est en train de mettre en place un système autoritaire qui est fondé sur quelque chose de très très simple, la suprématie des hindous sur les musulmans. Il y a en Inde 2 tiers d'hindous, 1 tiers de musulmans. Ils se définissent religieusement parce que ethniquement ils sont semblables. Et aujourd'hui, tout est fait pour enlever des droits aux musulmans pour permettre la suprématie des hindous. Et c'est une démarche tout à fait caractéristique. Pourquoi j'en parle à propos de l'immigration? Parce que c'est le cœur même de la question de l'immigration. Est-ce que les 8 milliards de personnes qui sont dans le monde sont toutes les mêmes, toutes égales, quelle que soit leur différence? Bon, vous savez très bien que la biologie et tout ça a montré que
tous les hommes sont pareils, hein, qu'il n'y a aucune différence selon la couleur de peau, l'épaisseur de leurs orteils, etc. C'est des caractéristiques qui s'expliquent par différentes choses, leur mode de vie ancestral ou je ne sais pas quoi, mais que tout homme, les 8 milliards sont pareils. C'est la même espèce, c'est les mêmes... Bon, c'est pas comme les... Je dirais, dans les animaux, il y a des races, c'est pas du tout... Bon. Donc le mot race est une hérésie, peut-être un jour on l'enlèvera d'ailleurs de la Constitution, où il figure encore, mais c'est une hérésie scientifique. Bon. Donc, est-ce que ces hommes, tous pareils, ces 8 milliards à la surface de la Terre, ces hommes, ces femmes, sont libres de se mouvoir, et est-ce que les souverainetés nationales, puisque depuis le XIXe siècle, on est constitué autour d'entités nationales, avant il y avait des duchés, il y avait des principautés, etc. Aujourd'hui, ce sont des nations, c'est le phénomène national qui est né au début du XIXe siècle et qui a fait florès jusqu'à la fin et qui a donné, y compris la création de l'Allemagne à travers la guerre de 1866 contre l'Autriche et à travers la guerre de 1870 contre nous. Bon. Ces souverainetés nationales vont-elles faire en sorte que cette égalité entre tous les humains soit mise en cause par des règles qui vont dire « Ah ben non, ceux-là, je ne les veux pas. Ceux-là, ça va, c'est mes concitoyens. Ceux-là, je vais leur donner le droit d'asile, créé, comme vous savez tous, dans les années en 1948, mais qui est, vous l'avez dit très justement, un ancien ministre, je ne dis pas son nom, mais vous le devinerez, un ancien ministre socialiste des Affaires étrangères a dit il y a 3 ans ou 4 ans, oui, à peu près, dans un entretien public, qu'il se posait des questions sur le fait qu'il faudrait peut-être remettre en cause le droit d'asile tel qu'il a été défini par la Convention de Genève il y a maintenant 70 ans. C'est pas quelqu'un du Front National qui l'a dit. Ça va faire plaisir à Ciotti, je pense. Alors, le Front National, lui, l'asile, c'est... Bon. Donc, mais c'est pas seulement le droit d'asile, c'est simplement le fait de pouvoir librement... Je dis une petite anecdote. Bon, vous savez très bien quelles étaient mes relations, bien entendu, de toujours avec Chirac. Et j'étais, je crois, quand il m'a dit ça, je devais être ministre de la Justice. Donc c'était 96 ou 97. Il était président de la République. Et un jour, je ne sais pas, on discute, on était 5 ou 6 autour d'une table à l'Élysée, et on devait faire comme on fait d'habitude, on se réunit quand on prépare un grand discours, etc. Tout ça, donc on est là, il y avait un ou deux conseillers de l'Élysée, tout ça, voilà. Et on préparait un discours de Chirac, je ne sais plus quoi. Je me demande si ce n'était pas quand, pour le bicentenaire de la République, pour lequel on avait fait une grande cérémonie à Mulhouse, enfin bref. Donc, on prépare ça. Et puis, à un moment, je ne sais plus de quoi on parle, de la citoyenneté, des étrangers, et puis des règles de circulation, des hommes, etc. Et Chirac se tourne vers moi, c'est comme ça, et il me dit, mais pourquoi tout le monde n'a pas le droit d'aller partout dans le monde? Pourquoi est-ce qu'on empêche des gens? Et il a dit très clairement, pourquoi les Africains ne peuvent pas venir ici en France librement? Il avait oublié sa phrase sur l'odeur. Il a vraiment dit ça, hein, comme ça. Alors, je lui ai dit, vous savez, Jacques, il y a des règles qui sont des règles de citoyenneté, des règles de nationalité, il y a des règles qui portent sur les mouvements, le transport, il y a des règles qui font que si vous êtes français ou si vous êtes sénégalais, vous n'avez pas
en France les mêmes droits, ou au Sénégal les mêmes droits. Et en particulier, on peut contrôler vos mouvements. Voilà. Et il n'avait pas été du tout satisfait de la réponse. Il m'avait dit, ça c'était des accusations qu'il me portait toujours, il m'avait dit « encore une de vos arguties juridiques ». Argutie était pour lui une insulte. Encore une de vos arguties juridiques. Mais tout ça pour dire que c'est une question absolument centrale pour les droits. Ça n'est pas seulement, tel qu'on l'a traité depuis longtemps, une question économique, sociale. On a besoin de gens qui viennent travailler. Il y a des pays qui sont en dépression. Les migrations en Europe ont commencé bien entendu du temps de la Renaissance, tout ça, mais les vraies migrations telles qu'on les connaît aujourd'hui, c'est 1810, 1820, 1830, les paysans allemands qui mouraient de faim et qui venaient en France ou dans les pays genre Hollande, etc., pour trouver de quoi bouffer. Et c'est vrai, les premiers de ces migrants ont été du temps de Napoléon, puis ensuite du temps de la Restauration. Et donc, là, il y a toutes ces considérations économiques et sociales. Il y a naturellement la volonté des États de préserver, alors pour certains, de préserver de certaines caractéristiques ethniques, nationales. Et puis, il y a aujourd'hui, dans la période contemporaine, simplement un certain nombre de thèses politiques qui considèrent qu'on doit faire une différence entre les étrangers et les nationaux, et une différence naturellement au détriment des étrangers. Et là, on revient au principe, si vous voulez être conforme au principe de l'état de droit, vous ne pouvez pas faire de différence. En tout cas, si vous faites une différence, vous ne pouvez pas faire une différence comme le veulent certains, vous parlez de Ciotti, vous parlez de tas d'autres, et notamment, bien entendu, tous les membres du Rassemblement national, et qui consiste à faire une différence entre les deux, en se fondant sur l'idée, en fait, d'une supériorité de ceux qui sont ici par rapport à ceux qui veulent venir. Bon. C'est ça l'idée. Or, c'est pour ça que j'ai commencé à vous dire, les hommes et les femmes sont tous égaux et tous identiques dans le monde, parce que c'est la base même de la liberté de mouvement et de la liberté de migration. Alors, à partir de là, vous faites des aménagements, naturellement, malgré ce que Chirac m'avait dit, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de liberté de mouvement et de circulation complète, sauf, par exemple, dans des espaces, ça a été fait pour ça, comme l'Europe. Aujourd'hui, c'est clair que, en dehors de quelques pays, comme la Hongrie, par exemple, qui mettent en cause cette liberté de circulation, vous pouvez passer de Belgique en Espagne à travers la France de manière tout à fait libre. Il y a une sorte de citoyenneté européenne. Et on l'a bien vu d'ailleurs, puisque ça s'appliquait à la Grande-Bretagne tant qu'ils étaient membres de l'Union européenne, et du jour au lendemain, la Manche a été recréée alors qu'elle avait disparu avant. Donc on a bien vu ce que ça veut dire une liberté de circulation, ou au contraire, un statut d'étranger. Voilà. Et donc, moi, j'ai toujours défendu ces idées, et c'est pour ça que, dans la campagne électorale de 2002, et celle qui, au deuxième tour, a vu s'opposer Le Pen à Chirac, bon, c'est la fameuse affaire du 21 avril, où on a découvert que le candidat du Front National, il avait plus de voix que le candidat du Parti Socialiste. Bon. Et donc, là, dans cette élection, j'étais un des chefs de la campagne de Chirac, et j'avais fait deux propositions qu'il avait retenues, notamment dans un discours qu'il a fait au mois de février, au mois de mars de 2002, et qui s'appliquaient particulièrement à la situation créée par l'arrivée du candidat du Front National au deuxième tour. J'avais proposé, là, en m'appuyant sur une directive européenne, naturellement, qui avait été adoptée en 1996, de créer une haute autorité de lutte contre les discriminations. Et ça a été fait, ça a été la HALDE
et maintenant ça a été transformé, puisque c'est intégré à l'intérieur du défenseur des droits, qui a une de ses 5 compétences, c'est la lutte contre les discriminations, mais c'est de là que c'est né. Et l'autre proposition que j'avais faite, c'était de créer, il y avait eu un rapport en 1999 qui avait été demandé par Jospin, remis à Jospin, dont Jospin n'avait rien fait, parce qu'il avait eu peur, et qui était sur la création d'un centre national, d'un musée national de l'histoire d'immigration. Puisque la France est, je le rappelle, avec les États-Unis, le pays dont une grande partie de la population a été créée par l'intégration d'étrangers. Il y a aujourd'hui plus de 25% de notre population qui est à la 3e génération d'origine étrangère. C'est une réalité démographique. Voilà. Et donc, je m'étais dit, si on raconte cette histoire, c'est une manière de raconter l'histoire de la République, l'histoire de la nation française. Et on a donc créé, à partir de 2003, etc., un musée national. Je l'ai dirigé, ou j'en ai dirigé le conseil d'orientation, etc., pendant des années. Je continue à m'y intéresser. Et c'est une de mes anciennes collaboratrices, d'ailleurs, qui le dirige aujourd'hui. C'est elle qui a appelé au téléphone tout à l'heure, exactement au moment où j'ai raccroché, où j'ai coupé mon téléphone. Et je pense que c'est une institution, certains d'entre vous l'ont peut-être visité, ça se trouve au Palais de la Porte Dorée. Alors c'est un paradoxe, on me l'a quelquefois reproché. C'est le dernier bâtiment qui reste de l'exposition coloniale de 1931. C'est un magnifique bâtiment. Il y avait, vous savez, un musée avant, c'est magnifique, au bois de Vincennes. Et une fresque de 1000 mètres carrés d'un certain M. Jeannot, absolument magnifique, avec des choses qu'on ne verrait plus aujourd'hui, puisque c'est des scènes coloniales en réalité. Bon. Et donc, mais on protège les œuvres, quelles qu'elles soient. Et on a créé donc ce musée, peut-être certains d'entre vous l'ont visité. En tout cas, voilà ce que je pense de l'immigration, ça se trouve là-dedans, à titre historique, mais je crois qu'aujourd'hui, nous avons des politiques migratoires en France, en Europe, et encore plus dans certains pays comme les États-Unis ou les pays d'Amérique latine, qui sont trop excessivement restrictives, et je le dis à la fois sur le plan politique, sur le plan social et sur le plan juridique. Donc c'est notamment ce que je dis dans ce livre, où j'essaye de défendre des politiques migratoires beaucoup plus ouvertes. Vous les défendez bien. Rappelons qu'à l'hiver 2010, justement, vous aviez autorisé des centaines de migrants sans papier à occuper le palais de la Porte Dorée. Ça aussi, c'était très courageux. Je vous poserai que 2 autres questions, parce qu'autrement, on ne pourrait pas laisser la parole à la salle. Alors, la deuxième... Oui, on leur avait. C'est exemplaire de ce que c'est. On leur avait refusé des papiers. Et c'était des gens ils étaient au total 500, c'était principalement des originaires d'Afrique noire, bon, et notamment beaucoup de Maliens. Et on leur avait refusé des papiers. Et ils avaient appris qu'il y avait ce musée qui avait ouvert 3 ans avant, etc. Et ils sont venus s'installer devant, etc. Bon, et là, c'était à l'automne, et je leur ai dit, mais écoutez, finalement, d'une certaine façon, cette maison ici, ce que vous êtes en train de faire, ça fait partie de l'histoire des migrations. Donc vous êtes ici chez vous, en quelque sorte. Et effectivement, on avait organisé les choses. Ils pouvaient être là-bas dans la journée. J'avais dit, on ne peut pas y dormir parce que c'est un établissement public, on ne peut pas pour des raisons de sécurité, etc. Donc, vous prenez vos dispositions, mais dans la journée, et ça a duré 1 mois et demi, et on a négocié avec le préfet de police. L'irrégularisation. Voilà. Bravo. Mais ça fait partie de l'histoire de l'immigration. Deuxième question. Comme il y a beaucoup de personnes dans la salle qui seront dans la rue lundi prochain, on va parler des récents agissements des forces de l'ordre, puisque vous l'évoquez également dans votre bouquin. Le 23 mars, en pleine mobilisation sur la contre-réforme des retraites, la Commission nationale consultative des droits de l'homme s'était inquiétée, je cite, de certains agissements des forces de l'ordre. Elle en avait informé des mécanismes de surveillance aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe.
et également le Conseil de surveillance des Nations Unies. Le lendemain, la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe s'alarmait, je cite, d'un usage excessif de la force envers les manifestants contre la réforme des retraites. Les actes de violence sporadiques de certains manifestants ne sauraient justifier l'usage excessif de la force par les agents de l'État. Ces actes ne suffisent pas non plus à priver les manifestants pacifiques de la jouissance du droit à la liberté de réunion. Depuis, 11 enquêtes judiciaires ont été confiées à l'IGPN en une semaine. L'utilisation, et c'est là que je vais vous poser la question, Jacques Toubon, l'utilisation de LBD 40, autrement dit de flashball, continue malgré la dangerosité de ces projectiles. En 2017, alors que vous étiez défenseur des droits, vous aviez demandé d'interdire l'usage de cette arme au regard, disiez-vous, je vous cite encore, de sa dangerosité et des risques disproportionnés qu'elle fait courir dans le contexte des manifestations. 32 personnes éborgnées sous le mandat de Macron. Vous n'avez toujours pas été entendu sur l'interdiction de LBD. Ça continue. Je pense que j'ai été en partie entendu, parce que en réalité, aujourd'hui, on n'utilise plus du tout les LBD qu'on les utilisait auparavant, et en particulier, on ne les utilise plus en tête-à-tête, c'est-à-dire pour faire des opérations de ce qu'on appelle neutralisation individuelle. On les utilise aujourd'hui pour essayer, lorsque par exemple un groupe de CRS ou de gendarmes est pris à partie et est menacé, de se dégager. Mais on les utilise. D'abord, en plus, j'ajoute qu'il y a un modèle de LBD qui a été retiré, c'était celui qui a tué quelqu'un, et j'avais pris parti dans cette affaire et j'avais participé à l'affaire judiciaire. Et puis, ce modèle et le modèle actuel est donc le modèle moins puissant. Et je pense donc qu'il faut reconnaître qu'il y a eu là-dessus des progrès. Mais c'est vrai que dans les derniers 6 mois, on a vu revenir une utilisation que je considère comme excessive et illégitime des LBD, et de manière générale, si je veux élargir mon propos, la liberté de manifester, et donc de s'exprimer par des manifestations, est donc une de ces libertés fondamentales qui font partie de l'état de droit, c'est clair. Et la liberté est une liberté, c'est-à-dire que vous avez le droit de descendre dans la rue avec 10 personnes, 100 ou 3, et de crier à bas Estrosi, ou à bas machin, ou à bas ce que vous voulez. Bon. Bah, tout bon. Et il n'y a pas d'autorisation à requérir, et on ne peut pas vous l'interdire à partir du moment où vous respectez l'ordre public, par exemple, vous ne faites pas de dégradation, ou vous ne vous en prenez pas aux autres en leur tapant dessus. Puisque c'est ça, la limite même de cette liberté de manifester, c'est l'ordre public, dont tout le monde comprend qu'il est aussi un des droits fondamentaux. Le droit de vivre dans un pays organisé, etc. Tout ça, c'est un droit fondamental, hein. Bon, c'est évident. Et donc, cette liberté de manifester est pour moi un élément essentiel. Et pourquoi je le dis? Parce que il y a 2 ans, il y a eu un député de la majorité qui avait lancé une proposition de loi qui a fait l'objet de discussions, etc. Et certains étaient tentés, qui en fait allaient remplacer la liberté de manifester par l'autorisation de manifester. Parce que on obligeait tout le monde, quand il voulait manifester, à déclarer la manifestation. Et à partir du moment où c'était déclaré, on pouvait refuser cette déclaration. Et donc, on en revenait à un système qui, et ça fait la liberté de manifester, ça existe depuis 150 ans, hein, ça a été créé au début de la Troisième République.
donc on était en train de, que par-dessus tête, et il y a un certain nombre de gens, heureusement, un peu comme moi, c'est-à-dire ayant quelques cultures juridiques, qui ont dit, mais enfin, bien sûr que ça a l'air de rien, ça. Oh bon, il faut déclarer la manifestation. Mais vous êtes en train de mettre à bas un des principes républicains qui ont été installés depuis 150 ans, et ça n'a pas été fait. Mais les menaces... Cela dit, pour avoir organisé des dizaines de manifestations à Paris, on déclare toujours la manifestation, oui, mais, on discute avec le oui, préfet des forces de l'ordre, s'ils refusent, il doivent proposer un autre... Il y a manifestation et manifestation. Parce qu'on est toujours trompé par les manifestations telles qu'elles sont organisées, les grandes manifestations, les dernières, je le retraite, les grandes manifestations syndicales, les grandes manifestations politiques, etc. Pourquoi est-ce qu'on déclare et on se met d'accord avec le préfecture de police, en l'occurrence à Paris? Parce que tout simplement, il faut assurer l'ordre public. C'est-à-dire, il ne faut pas aller dans une rue qui va bloquer toute la circulation, il ne faut pas, etc., etc. Donc, mais c'est une modalité technique. Là, le fond de l'affaire, c'est le droit et la liberté de manifester. Et quand vous ne déclenchez pas tous les syndicats pour mettre dans la rue 300 000 personnes, vous n'avez nul besoin de demander l'autorisation. C'est ça qui est fondamental, c'est qu'on est dans un pays où la manifestation est un droit qu'on ne peut pas vous contester, sauf si l'ordre public est menacé. Voilà, c'est ça qui est essentiel. Et moi, je pense que c'est aujourd'hui une des choses auxquelles il faut être très attentif, parce qu'il y a beaucoup de tentations. Il y a beaucoup de tentations. Il y a beaucoup de tentations du fait de ce que on a peut-être tendance aujourd'hui, pour oui ou pour un non, à manifester. Là, il y a le souvenir des Gilets jaunes qui ont été, au départ, je le rappelle, les Gilets jaunes, des manifestations totalement spontanées, hein, sans aucune autorisation, rien du tout. Hein, et ils se donnaient rendez-vous le samedi après-midi au rond-point des Champs-Élysées. Hein. Bon, et puis ça a pris l'ampleur que ça a pris naturellement. Donc je crois qu'il est très important de maintenir ça. Parce que, il faut bien voir que si vous entrez dans une logique d'autorisation, vous aurez une autorisation aussi pour s'exprimer par d'autres moyens. Par exemple, pour s'exprimer par les médias. Ou pour s'exprimer par, je n'en sais rien moi, les cours que vous donnez à l'école. Il y a aujourd'hui une liberté, dans la liberté de l'enseignement, il y a une des libertés, c'est la liberté de la pédagogie. Alors, je sais bien, il y a de temps en temps un fourisson qui donne des idées d'extrême droite, et là, à ce titre-là, du racisme et tout ça, on peut l'empêcher. Mais ces libertés-là, il faut faire très attention. Vous savez, moi, j'ai une expérience de 55 ans politique, dans des postes qui ont souvent été assez cruciaux sur ce qu'on est en train de dire. Quand vous mettez le doigt, si peu que ce soit, dans le truc, le risque, c'est d'y passer le bras. Il faut faire très attention. En matière de droit et de liberté, il faut mettre des murs et ne pas passer de l'autre côté. Et il ne faut pas se dire que, non, mais là j'ai fait un petit peu, c'est pas grave, pas grave, pas grave. Non, on risque d'aller. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Par exemple, je l'ai écrit dans le livre, et c'est sur les états d'urgence. Parce que les états d'urgence, ils sont à un moment parfaitement justifiés, etc. Mais après, par exemple, qu'est-ce qu'on garde de l'état d'urgence dans la capacité de surveiller les gens? Alors, on les surveille pour savoir si, effectivement, ils n'ont pas des connexions terroristes, s'ils ne sont pas en relation avec des réseaux, aujourd'hui, par exemple, des réseaux islamistes, etc. Mais, quand vous surveillez quelqu'un, quand vous mettez... Ça veut dire que vous le surveillez complètement, vous pouvez savoir aussi si sa femme est à la maison ou pas. Et donc, il faut qu'on fasse très attention. Tout ça est un ensemble
synthétique et équilibré qui a été mis en place petit à petit depuis le 1789, puis la grande période de la monarchie de Juillet, qui a été une période de liberté. Puis ensuite, naturellement, toutes les lois, tous les droits. Il ne faut pas oublier que c'est dans les années 1870-1880 qu'on a eu le droit syndical, l'école telle qu'elle est aujourd'hui, la liberté d'association en 1905, etc. Tout ça. Bon, on n'a pas tout ça, ça ne remonte pas aux hommes de Cro-Magnon dans la grotte. Hein. C'est des choses qu'on a créées. Si on l'a créé, on peut le défaire aussi. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et on a, c'est pas un état de nature. L'état de nature n'est pas extrêmement égalitaire. L'état de nature n'est pas extrêmement libéral. L'état de nature, c'est plutôt le plus fort fait la loi au plus faible, l'état de nature. Et justement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de mettre en cause l'état de nature pour réaliser une égalité réelle et juridique. Merci. Donc oui, vous savez qu'on est dans le département en France, dans les 10 premiers pour l'utilisation des drones de surveillance. C'est une grande folie du maire de Nice et également du président départemental. Et puis on était parti sur le LBD, donc sur les nouveaux moyens de surveillance des forces de l'ordre. Comme je pense que vous ne lisez pas mon quotidien préféré tous les matins, il consacre aujourd'hui 4 pages au marché juteux du maintien de l'ordre. Et alors, il n'y a pas que les LBD maintenant. Hein. Il y a les ondes électromagnétiques, les lassos, les liquides malodorants, les LBD à viseur intelligent, le chunk, le sticky foam, le blow-up, le canon en rayon anti-émeute, le canon à son, les armes optiques. Alors, comme vous ne l'avez peut-être pas lu, je vous le laisse. Non, mais c'est très intéressant. Quand j'étais défenseur des droits, le règlement du maintien de l'ordre a été refait 2 fois, donc une fois par Darmanin, et plutôt dans le sens de ce que j'avais demandé, notamment c'est là où on a enlevé le LBD. Mais je pense qu'il y a aujourd'hui, justement en fonction de l'évolution des techniques, et notamment de toutes les techniques numériques, hein, toutes les techniques virtuelles, il faut sûrement reprendre ce qu'on appelle, ça s'appelle comme ça, le schéma national de maintien de l'ordre. C'est-à-dire, au-delà de la loi, au-delà du décret, les règles qu'on donne aux gendarmes, aux CRS, etc., pour faire leur travail. Dernière question, on va passer la parole à la salle. Un aspect important qui, bien entendu, touche le journaliste. Vous affirmez, et je partage, les médias classiques sont des véhicules d'intolérance et de lynchage. Ainsi, le 30 septembre 2021, la Commission européenne a présenté son premier rapport sur l'état de droit. Parmi les préoccupations, l'indépendance des médias, la sécurité des journalistes, avec des médias de plus en plus concentrés, aux mains d'intérêts particuliers et soumis pour certains à la pression gouvernementale au détriment de la liberté de la presse. On connaît bien ça en France aujourd'hui. Alors, je pense qu'il va y avoir à nouveau un débat sur les questions des concentrations et de la presse dans les mois qui viennent, en tout cas avant la fin du mandat de Macron. Qu'est-ce que vous feriez à ce propos si vous étiez encore ministre de la Culture? Moi, j'ai participé à des dizaines de négociations à Paris avec les ministères et tout. On n'est jamais arrivé à faire passer la moindre once, y compris avec des gouvernements de gauche, pour éviter cette concentration des médias. Dans la petite interview que je donne à Nice Matin, que j'ai donné à Nice Matin ce matin. Votre bouquin est mieux. Hein. Si, d'ailleurs, j'ai pas acheté le journal, j'ai oublié en arrivant à l'aéroport parce qu'on était en retard. Et il faudrait que je le trouve d'ailleurs pour voir un peu ce que j'ai dit. Moi, vu mon âge, comme un certain nombre d'autres ici, je suis un homme du papier. Hein. J'ai du mal, le virtuel. Oui, bah oui. Bon, donc je lis le Parisien, je lis Le Monde, etc. sur ma tablette, mais je suis abonné, je l'ai en papier et je le prends, je découvre des articles, etc. Enfin, je fais comme tout le monde. Bon. Donc, ce que j'ai dit là-dessus, c'est que vous avez clairement une situation qui mérite d'être
je dirais, réexaminer. Et je ne suis pas très satisfait de ça. Je l'ai donc dit, et je suis parmi les propagandistes sur ce sujet. Ça me paraît être une question qui n'est pas bien réglée et qui demande à être reprise du point de vue. C'est une question que j'ai traitée quand j'étais défenseur des droits et je pense que c'est une de nos insuffisances. Je vous enverrai ce que proposait ce syndicat de journalistes depuis des années. Je crois que simplement, je dis dans ce matin, je dis quelque chose qui n'est pas très aimable pour les journaux. Enfin, je veux dire, ils font leur boulot. Je dis, quand on peut montrer 2 personnes, 2 organisations, 2 pays, 2 syndicats, etc., qui se tapent dessus, ça fait une page. Et quand les mêmes sont d'accord et travaillent ensemble, ça fait 3 lignes. Voilà. Et donc, je ne pense pas que ça a été repris, parce que je l'ai lu l'interview, je ne l'ai pas sur moi. Mais il me semble que ça n'a pas été repris. Je crois qu'il ne l'a pas. Voilà, c'est ce qui me semblait, il ne l'a pas repris. Parce que, fondamentalement, les médias, parce qu'ils ont besoin, pour des raisons économiques évidentes, de vendre, ne vendent pas des choses comme par exemple les droits, les libertés, etc. Ils vendent lorsque la liberté de manifester, il y a un manifestant qui se prend un pain sur la gueule, alors on en parle. Mais expliquer qu'est-ce que c'est, comme j'ai fait tout à l'heure, la liberté de manifester, le droit d'expression, tout ça, non, ça ne fait pas vendre un journal, naturellement. Bon. Et ça devrait être le boulot du service public audiovisuel. Voilà. Alors il y a une vraie difficulté. Naturellement, la télévision, et notamment du fait de l'émergence des chaînes d'infos libres, a suivi le même chemin, c'est-à-dire qu'elle ne parle que de ce qui ne marche pas et des conflits, voilà, et c'est clair. Mais tu vois, c'est quand même intéressant, parce que s'il ne l'a pas repris, alors que c'était des idées que je voulais faire passer quand même, s'il ne l'a pas repris, c'est que ça chagrine les journalistes. Pourtant, c'est un très bon journaliste qui vous a interviewé. Oui, oui, absolument. Ça, je vous l'affirme. Bien. Alain, tu reprends, on va vous laisser la parole. Voilà, on va vous laisser la parole, ça a été volontairement assez court. Alors là, attention, on va être rigoureux. Vous savez que nous enregistrons nos conférences, nous les passons sur Facebook, etc. Elles ont beaucoup de succès, mais on nous a fait souvent des remarques, comme quoi le son était parfois, enfin les voix des intervenants étaient parfois inaudibles. C'est une question de micro. Voilà, il faut parler à peu près à 10 cm du micro, hein, et attendre, avant de commencer, que quelqu'un dans la salle vous apporte le dit micro. Si je peux me permettre, Alain, c'est pas à 10 cm, c'est les lèvres sur le micro. Bon, alors embrassez votre micro, ça va être plus sensuel, mais au moins ça marchera mieux. Moi j'ai un filtre. Bon, madame. Oui, Mireille. Bonsoir tout le monde, Mireille Damiano. Bonjour. J'ai eu à m'exprimer ces 2 jours là, sur le premier point du débat, à savoir sur les demandes de renfort qui ont été affectées aux Alpes-Maritimes, et en ce qui me concerne plus particulièrement sur la manière dont on traite les mineurs étrangers. Mais tu as évoqué les pages de Nice Matin, et moi je voudrais évoquer ce qu'a dit M. Ciotti de façon extrêmement gravissime, puisqu'il a évoqué, au-delà du fait qu'il fallait enrayer la submersion, hein, donc on ne voit pas très bien la limite des propos entre la droite et la droite extrême, mais il a surtout indiqué que le moyen de sortir de là, c'était finalement de s'exonérer de nos obligations internationales. Et il nous dit même qu'il faut émettre des réserves par rapport aux traités internationaux, aux conventions internationales, pour pouvoir mettre à néant le regroupement familial, comme si d'une baguette magique, la France pouvait le faire d'ailleurs, et surtout aller à l'encontre de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, quand même, qui sont le droit aux liens familiaux, au respect de la dignité et à l'examen de la proportionnalité des atteintes aux droits. Mais dit qu'il faut changer la Constitution, il faut revoir tous les accords qu'on a passés. En dehors du fait de le dire, je pense que ce qui est gravissime, c'est de laisser penser
à ceux qui lisent cet article-là que c'est possible, que c'est envisageable et que la France pourrait le faire de façon très facile. Ça, c'est une tromperie absolue sur laquelle je crois qu'il faut tous s'élever en disant on a des obligations tant en droit national, bien sûr, mais des obligations internationales de respect des conventions internationales que nous avons signées. Monsieur Toubon, vous avez effectivement cité la Convention de Genève, mais pas que. Et au-delà de ça, on nous propose presque le Brexit des conventions internationales. Voilà. Donc cet aspect-là, parce que ça nous concerne, hein, Alpes-Maritimes, et le président du département, ça doit être soulevé, et surtout, on doit être extrêmement vigilant à ce type de propos. Il y a un référendum là-dessus. Pas le même opinion que la presse moi, je suis naturellement absolument contre toutes ces propositions, et j'ajoute, comme vous venez de dire implicitement, que presque tout le monde s'accorde pour dire qu'il n'est pas possible que nous sortions des obligations qui nous sont faites par un certain nombre d'organisations ou de règles internationales. Par exemple, tout ce qui est la Convention européenne des droits de l'homme, du Conseil de l'Europe, c'est-à-dire ce qu'on appelle Strasbourg, on peut dire que même si nous arrivions à changer notre constitution sur ces points, nous resterions enfermés dans un certain nombre de ces obligations. Nous ne pourrions pas nous en distraire. Et c'est pour ça, au risque de pénalités financières comme pour la Pologne et la bien Hongrie. sûr. Et c'est pour ça que je disais, je citais tout à l'heure le responsable politique qui voulait remettre en cause le droit d'asile, c'est-à-dire la Convention de Genève. C'est hors de question. Et vous citiez l'exemple de la Hongrie, on le voit bien aujourd'hui. La Hongrie est depuis maintenant 2 ans et demi, portée devant la Cour de justice de l'Union européenne par la Commission. Elle a déjà été condamnée une fois. Elle le sera probablement de nouveau, notamment pour toutes les dispositions qu'elle a prises en ce qui concerne les personnes homosexuelles, LGBT, etc. Les dispositions récentes qui sont absolument fantasmagoriques. Et on a là naturellement l'exemple même de ce qu'il y a un état de droit européen ou mondial qu'on ne peut pas remettre en cause. Mais ce qui me paraît fondamental aussi dans tout ça, c'est de voir que notre pays est plutôt, malgré tous les propos qu'on cite, plutôt relativement plus calme que beaucoup d'autres sur ce sujet. Je parlais de la Hongrie, je pourrais parler de la Pologne, naturellement. Mais pour parler de ce qui est beaucoup plus proche, l'Italie, aujourd'hui, est en train de prendre une voie absolument différente. Il y a un ministre de l'Agriculture qui s'appelle, d'un nom bien connu, Lollobrigida, mais c'est pas Gina, bon, qui est morte l'année dernière, je vous rappelle, bon, à 95 ans. Bon. Et donc, ce Lollobrigida, il a développé, et il est un membre important du gouvernement. Il est ministre de l'Agriculture, mais en fait, c'est un proche de Madame Meloni, la Première ministre, et la présidente du Conseil, et il a parlé du remplacement ethnique. Et il a dit, il faut lutter contre le remplacement ethnique. Mais vous avez, c'est pour ça que je dis, il faut regarder un peu au-delà de nos frontières. Le président de la Tunisie, pays, tout de même, on l'aime tous, c'est un pays ouvert, qu'il était, c'est celui qui a fait le premier la révolution des pays arabes en 2010, hein, bon, qui a lancé le mouvement.
Donc, la Tunisie, aujourd'hui, a un président dont la politique repose sur, alors l'expression est savoureuse, la composition démographique. C'est-à-dire qu'il veut que son pays ait une composition démographique qui soit bien déterminée. Donc, on ne fait plus rentrer personne, on ne prend, et en particulier, c'est dit noir sur blanc, si j'ose dire, plus de noirs. Voilà. Ils expulsent les Sahariens. Et on expulse les Sahariens, voilà, ce qu'on appelle les Sahariens, bon, ou les subsahariens. Et donc, il faut regarder ces situations qui démontrent véritablement qu'il y a dans le monde des évolutions qui sont absolument catastrophiques. Alors, il y a un autre exemple, d'une autre façon. Et c'est un sujet très délicat et très douloureux. C'est ce que fait Israël à l'heure actuelle. Bon, Israël est en train de se lancer, depuis un an, sur la pression de partis religieux qui font partie de la majorité et dont M. Netanyahou a besoin pour avoir une majorité à la Knesset. Ils ont fait donc un certain nombre de propositions, telles que par exemple, alors ça c'est le même contraire de l'état de droit, que l'Assemblée nationale, la Knesset, puisse ne pas appliquer une décision de la Cour suprême. Donc ça c'est vraiment le contraire de ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la justice et tout ça. Bon. Mais il y a dans cette politique que veut mener le gouvernement, la majorité israélienne du gouvernement israélien à l'heure actuelle, il y a notamment un certain nombre de mesures contre les Palestiniens en faveur des colons en Cisjordanie, qui sont des mesures purement et simplement de discrimination ethnique entre les populations juives et les populations arabes. Et en fait, le schéma dans lequel est entré Israël, c'est de tourner le dos à ce qu'ils ont fait depuis 1947 et 1948, c'est-à-dire une république démocratique laïque, bien entendu, ayant pour principale citoyenneté des personnes juives. Ça, c'est la situation jusqu'à maintenant. Et l'idée, c'est de mettre en place un pays dont l'identité serait d'abord juive avant d'être démocratique. Autrement dit, identité juive dominera les principes démocratiques. C'est un basculement absolument effarant, absolument effarant. Et comme vous le savez d'ailleurs, ça ne se passe pas seul, puisque maintenant, tous les samedis, il y a une énorme manifestation dans toutes les villes d'Israël contre ces propositions qui ont été faites par les partis religieux et que M. Netanyahou va peut-être reprendre. Voilà, je dis ça pour montrer comment il faut un peu lever la tête de nos petites affaires et se rendre compte que nous avons un mouvement dans le monde aujourd'hui qui est un mouvement extrêmement dangereux contre l'état de droit et en l'occurrence contre les étrangers, contre les droits des étrangers. Monsieur, puis après il y a madame. Oui. Et si vous voulez vous présenter, vous pouvez le faire. Oui, oui, je suis ici, de ce côté. Oui, monsieur Toubon, oui, donc, alors moi j'ai la particularité, je suis un ancien étudiant en droit du début des années 1980, donc une quarantaine d'années, et à l'époque j'étais pas vraiment un de vos fans, mais je me suis devenu un peu sur le tard quand même. Alors j'aimerais avoir votre avis sur deux points qui, à mon avis, peuvent poser de très graves problèmes par rapport à l'état de droit. Bon, parce que l'état de droit, c'est aussi et avant tout un état dans lequel, enfin un régime politique dans lequel le droit limite les droits et les pouvoirs de l'État. Oui. Notamment par la séparation des pouvoirs, voilà. Par exemple. Et alors, il y a un point qui m'interroge un petit peu, c'est que j'ai l'impression, alors j'aimerais avoir votre avis sur ce point-là, que dans le droit français, il y avait un principe concernant l'action de l'État
Donc, il y avait le principe de légalité, le principe de légitimité de l'action de l'État, mais aussi de proportionnalité des moyens employés par rapport au but recherché. Et j'ai un peu l'impression que, notamment dans l'exercice des pouvoirs régaliens, aussi bien dans l'ordre interne que externe, depuis le début du XXIe siècle, et notamment la vague des attentats islamistes, et peut-être sous l'influence de la société nord-américaine, qui est aussi une démocratie, mais dans lequel il n'y a pas vraiment ce principe de proportionnalité, c'est-à-dire à partir du moment où l'action de l'État s'inscrit dans un cadre légitime et légal, l'emploi des moyens n'a pas vraiment à être proportionné par rapport au but recherché. J'ai un petit peu l'impression que, même au niveau français, ce principe de proportionnalité des moyens employés par rapport au but recherché, notamment dans l'exercice des pouvoirs régaliens et l'usage de la force aussi bien en interne qu'en externe, a tendance un petit peu à décroître. Donc voilà, je voulais avoir votre avis sur ce point-là. Et sur un deuxième point également, c'est que j'ai aussi l'impression que se développe au niveau mondial une idéologie ethno-nationaliste, alors qui n'est pas tout à fait une nouveauté, hein, qui s'était développée initialement, on va dire, dans le monde, on va dire, européen et nord-américain, on va dire vis-à-vis des autres populations du monde, mais que maintenant, donc, c'est généralisé un peu à l'ensemble du monde, et on a même des exemples. Alors je prends l'exemple de Mayotte, où j'ai entendu des choses complètement hallucinantes, où il y a carrément un ethno-nationalisme raciste, qui est même plus sur une base, on va dire, ethnique, religieuse ou culturelle, mais qui est uniquement, on va dire, sur le plan de la nationalité, sur le plan économique et social, qui s'élève y compris vers des gens qui sont, on va dire, de la même ethnie à l'origine que les gens qui prononcent des discours complètement hallucinants à leur égard. Donc voilà, j'aimerais avoir... On ne veut plus se souvenir de ta question, tellement t'es long. Alors, je réponds successivement aux deux sujets. Je commence par ce que vous avez dit sur Mayotte. Il est clair que dans tous ces phénomènes identitaires, il y a des composantes qui sont des composantes ethniques, il y a des composantes sociales, des composantes économiques, des composantes culturelles, des composantes linguistiques, et que tout ça fait des mélanges qui aboutissent à des situations quelquefois paradoxales. Il est tout à fait clair qu'à Mayotte, on se trouve en face d'une population qui est comorienne, qu'on peut appeler globalement comorienne, et dont une partie bénéficie de notre citoyenneté, parce que c'est un département, qu'une autre partie brigue l'idée de s'installer là et par la possession d'État de devenir national. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a supprimé cette disposition à Mayotte, spécialement par une loi il y a quelques années. Et enfin troisièmement, il y a tous ceux qui sont autour, dans une zone entre Madagascar et l'Afrique de l'Est, on peut imaginer qu'elle est particulièrement sensible. Et je ne parle pas seulement des 3 îles des Comores qui ne sont pas Mayotte, et qui sont ne serait-ce que Madagascar, des pays qui sont aujourd'hui dans une voie extrêmement difficile. Donc tout ceci constitue un mélange explosif, et il est clair que les dispositions juridiques, les dispositions sur la nationalité, sur la citoyenneté, ont du mal à résoudre tout ça. Mais en même temps, une fois que j'ai dit ça, si vous dites le droit est insuffisant, il faut donc prendre des mesures de force, à ce moment-là, vous tombez dans ce qu'on reproche au gouvernement de faire, et de discriminer entre des personnes dont, je le rappelle depuis le début, elles sont toutes égales. Deuxième sujet, c'est la proportionnalité. Sur la proportionnalité, là-dessus, pourquoi moi j'ai écrit ce livre et j'ai fait cette réflexion? Parce que j'ai été 6 ans défenseur des droits et dans une position donc excellente pour me rendre compte de tout ça, mais parce que dans la réalité, les choses ont basculé, en tout cas dans le camp occidental, c'est-à-dire dans les pays qui sont au-dessus de l'équateur et qui sont à l'ouest, donc en gros l'Europe, les États-Unis, le Canada,
à la suite des attentats du World Trade Center. Et lorsqu'il y a eu l'attentat, l'avion qui est rentré dans la tour, les Américains ont en 2001 pris une loi qui s'appelle le Patriot Act. Et le Patriot Act, c'est une loi qui consiste en gros à renier sur toute une série de principes et de droits fondamentaux que les Américains avaient d'ailleurs été, pour beaucoup d'entre eux, les premiers à mettre en œuvre. Parce que je rappelle que les Américains, ils ont fait une révolution 20 ans avant la nôtre, hein, au XVIIIe siècle. Et donc, et grâce à nous aussi en partie. Bon. Ce Patriot Act comportait un certain nombre de dispositions restrictives dont tout le monde s'est inspiré ensuite. Et les pays, les uns derrière les autres, ont pris des dispositions de ce type. Et effectivement, dans ces lois qui ont été prises à peu près partout, et notamment en Europe, on a trouvé quelquefois des dispositions qui, dans leur application, ne retiennent pas ce principe de proportionnalité. Alors, je mets quand même un bémol à ce que je viens de dire. C'est que nous avons un Conseil constitutionnel, nous avons un Conseil d'État, nous avons une Cour de cassation, mais en l'occurrence, sur ces sujets, c'est principalement la juridiction administrative et le Conseil d'État qui est en cause. Et je pense qu'ils ont, je le dis d'ailleurs dans mon livre, considérablement contribué à faire respecter ces principes, et notamment le principe de la proportionnalité. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, en 2023, je ne suis pas, de ce point de vue, inquiet, au sens où je pense que nous avons encore les moyens de contrôle, et notamment juridictionnels, pour que ça ne bascule pas. Mais le mouvement, depuis 20 ans, il a toujours été dans le même sens, c'est-à-dire dans le sens des restrictions. Oui, Marie-Hélène, je suis membre de la CIMAD et du COVIAM, deux associations qui, à Nice notamment, mais pas que à Nice, accompagnent les demandeurs des étrangers dans leur démarche administrative pour accéder à leurs droits. Je vous aurais bien parlé des difficultés qu'on rencontre avec les préfectures, mais bon, c'est peut-être pas le sujet du jour. Par contre, j'avais une question concernant les migrants climatiques. Aujourd'hui, ces migrants, qu'on annonce comme à hauteur de 250 millions en 2050, comment ne sont pris en compte dans aucune catégorie juridique, hein? Et notamment, je me posais la question, ne pourrait-on pas faire évoluer le droit d'asile pour que ces personnes, migrants climatiques, soient pris en compte et qu'ils puissent faire valoir des droits spécifiques, et un droit d'asile notamment? Ma réponse, elle est absolument oui. Il faut que... Bon, le droit d'asile, comme vous savez, la Convention de Genève, c'est un traité international et que tout le monde a ratifié, pas les États-Unis, je le dis, puisque pour diverses raisons, leur constitution fédérale ne leur permet pas de le faire. En tout cas, le droit d'asile, c'est vous avez le droit, c'est comme ça que ça se dit, à l'asile, et si on ne vous l'accorde pas, vous avez le droit d'aller devant un tribunal pour faire recours. Il y a en France une Cour nationale du droit d'asile, et c'est partout pareil dans tous les pays. Vous avez le droit à l'asile si vous remplissez un certain nombre de conditions, et notamment de conditions qui consistent à ce que vous soyez opprimé pour vos opinions. Je ne sais pas, vous dirigez un journal et on ferme votre journal. Ben, c'est une des raisons qui peut permettre de demander le droit d'asile. Alors, comme vous le savez, il n'empêche que l'application du droit d'asile a été de plus en plus restrictive et qu'aujourd'hui, dans un pays comme la France, on n'accorde qu'un quart des demandes de droit d'asile. Hein. Bon, un quart. 75% sont rejetés et rejetés définitivement, y compris après la décision de la Cour nationale de droit d'asile. Ce qui fait d'ailleurs énormément de personnes qui restent dans notre pays et qui sont en situation irrégulière, c'est-à-dire sans aucun statut. Et qui, au bout de quelques années,
finiront peut-être par être régularisés. Mais ou alors il y a l'OQTF. Ça fait beaucoup de... Ceux qui sont rejetés, il y a Qui l'OQTF. sont expulsés, bien sûr, mais ça fait beaucoup de personnes qui traînent dans notre pays sans statut. Voilà, donc je réponds oui, il faut introduire les critères climatiques. Alors, je ne sais pas si c'est techniquement facile, hein, je ne me rends pas compte comment on traduit ça en droit, mais il faut un certain nombre de degrés, il faut je ne sais pas quoi, la disparition de l'eau, enfin, il doit y avoir un certain nombre de critères, mais il faut le faire. Je fais juste une petite parenthèse. Tout à l'heure, Mme Damiano a parlé des MNA, enfin, par allusion, elle a parlé des MNA. Ce que je veux lui dire, c'est que, comme elle le sait, quand j'étais défenseur des droits, je me suis beaucoup occupé des MNA, et je... Mineurs non accompagnés. Mineurs non accompagnés. Et je suis très préoccupé par les MNA. Je pense que et pourtant, la France n'est pas un pays particulièrement par rapport aux autres restrictif sur ce sujet, mais je pense que nous faisons une application de la loi qui est trop restrictive. Bon, bien entendu, toute la question, c'est le critère d'âge. Celui qui a 19 ans et qui se fait passer pour en avoir 16, ça ne va pas marcher. Mais franchement, je voulais le relever. Moi, c'est une des situations qui me paraît nécessiter, notamment de la part de militants comme vous, beaucoup d'implication. D'ailleurs, je rajoute, pour compléter un petit peu votre réponse, c'est qu'à l'occasion du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous aviez proposé d'y rajouter 2 objectifs, l'hospitalité universelle et la misère hors la loi. Oui. Alors, l'hospitalité universelle et la misère hors la loi, je trouve ça super. C'est vrai. Sauf que c'est pareil que pour les migrations climatiques. Comment le traduire en termes de droit? L'hospitalité universelle et la misère hors la loi, on aimerait bien. Hein, en tout cas. Non, je me souviens très bien, j'avais dit ça. Ah ben c'est écrit dans votre bouquin. Madame. Oui, bonjour, je m'appelle Héloïse. Pour parler état de droit, ça signifie aussi égal accès de tous au droit. Et on ne peut pas réellement dire qu'il y a un réel accès de droit au droit, notamment au droit à la santé. On va parler aide médicale d'État. La future loi Asile-Immigration prévue par Gérald Darmanin et Elisabeth Borne en octobre prévoit de détricoter l'aide médicale d'État, tout comme elle prévoit de détricoter l'accès au recours pour les personnes qui sont placées en centre de rétention administratif, et plus globalement de détricoter le peu qui reste en termes de droits des étrangers. Oui. Donc, c'est typiquement, parce que quand vous supprimez, d'une manière ou d'une autre, quand vous supprimez les recours, c'est par définition une négation de l'état de droit. Puisque un des caractéristiques de l'état de droit, c'est qu'il y a un recours au juge, et un juge indépendant. Voilà. Oui, mais l'accès aux soins est un des principes de notre Constitution. Et il s'avère que l'aide médicale d'État va être vidée de sa substance. Déjà, elle n'était pas bien en forme, mais elle va être complètement vidée de sa substance par cette future loi. Deuxième chose, vous parliez des pays européens. La France participe à l'agence Frontex et la finance très largement. Donc c'est les gardes-côtes européens aux frontières. Vous parliez de la Hongrie. La France finance la Hongrie actuellement pour tuer des migrants et monter des murs entre eux et nous, en gros. Finance le fait qu'on plonge des migrants au fin fond de la Méditerranée, notamment en finançant les bateaux qui les poussent à couler. Est-ce qu'on peut encore réellement parler d'état de droit pour le coup au niveau de l'Union européenne qui est le promoteur de avez Et enfin, sur... Ça m'aide, honnêtement, je peux pas, franchement, je veux bien, moi je suis, naturellement, vous avez bien compris, tout à fait d'accord avec beaucoup de ce qui est dit ici, mais que Frontex mette les gens au fond de la mer, ça non, je le laisse pas dire. Alors l'agence Frontex, par exemple, l'agence Frontex... C'est pas, les mauvais arguments ne peuvent pas faire de bonnes raisons. Par ailleurs, il y a plusieurs reportages sur le sujet, sur le fait que des gardes-côtes européens ont, par des techniques de pushback, donc c'est le fait d'utiliser des bateaux, alors pas pour... Ils ne chargent pas les bateaux, ils créent des vagues de submersion qui noient ces embarcations qui, on le sait, sont fragiles. Voilà. Je demande à le voir. D'accord, reportage de France 5.
par exemple, l'année dernière, sur le sujet du pushback, reportage notamment aussi du Herald Tribune sur le sujet et du New York Times. Le Herald Tribune, il ferait mieux de regarder leur nombril avant de nous donner des leçons. Hein, et pour finir sur la question des... Attendez madame, je m'excuse. Hein, je suis, comme vous l'avez vu, très ouvert et très conciliant. Et sur la base du droit, je pense qu'on peut vraiment s'entendre. Et je pense que on ne peut pas, si on veut être conforme aux objectifs qu'on recherche, avoir des opinions unilatérales. Les opinions, elles ne marchent que si elles sont ouvertes. Et moi, c'est ce que je m'efforce aujourd'hui de faire. Donc, je vous écoute, mais il ne peut pas y avoir d'acte d'accusation à sens unique. À tout le moins, s'il y a une accusation à sens unique, il faut en face un avocat et un juge. Ok, et pour finir sur l'utilisation des armes aux frontières de l'Union européenne, notamment pour repousser les migrants, vous parliez des drones par exemple. Les drones, elles ont été utilisées pour la première fois, puisque l'immigration est un labo d'expérimentation de plein de techniques de repoussoir de population. On s'en plaint beaucoup en manifestation, mais il s'avère que ça a été déjà utilisé aux frontières de l'Union européenne. Est-ce que vous avez une position là-dessus? Oui, c'est vrai. Oui, mais le drone, alors, la méthode de surveillance par le drone présente une caractéristique essentielle et qui est positive, c'est qu'elle est transparente. Bon, parce qu'un drone, jusqu'à preuve du contraire, ça se voit. Hein. Bon, c'est pas comme quand vous foutez, quand vous mettez un bidule électronique dans un téléphone. Hein. Bon, donc, il faudra... Bon, alors qu'il faille interdire ou réglementer l'utilisation des drones pour contrôler des populations, qu'elles soient des populations migrantes ou n'importe lesquelles, des populations qui manifestent, puisque ça a été le cas. Moi, je suis absolument partisan de ce qu'on ne laisse pas une libre utilisation des drones, comme c'est le cas aujourd'hui pour l'essentiel, mais que ce soit aux frontières ou ailleurs. Simplement, il faut qu'on mette en place des textes qui sont acceptables, parce que les drones, c'est aussi une activité enfin, c'est un outil qui permet de faire des choses très utiles en dehors de la surveillance. Bon, il y a beaucoup de drones qui n'ont aucune caméra et qui font des choses, des transports et tout ça, et qui sont efficaces. Donc il faut qu'on trouve, et je ne sais pas si ce gouvernement a cette intention, mais c'est un des outils sur lesquels il faut une législation, ou à tout le moins, prendre des dispositions dans ce que j'appelais tout à l'heure le schéma national du maintien de l'ordre. Oui, bonsoir. J'aimerais revenir sur le début de votre intervention, M. Toubon. Où vous parliez du droit de tout être humain à vivre où il veut, à voyager où il veut. Donc ma question est simple. Est-ce que vous faites partie de No Border? Non. Je ne fais partie de rien du tout. Je pense que ça n'est pas du tout la question. Moi, je pense que les frontières doivent exister. Parce que la démocratie s'est construite sur des bases nationales. Si l'Europe avait continué à être composée de 750 principautés, duchés, comtés, machin chose, etc., eh bien, il n'y aurait pas de démocratie en Europe aujourd'hui. Je pense que c'est la nation, historiquement, qui a fait la démocratie. Alors aujourd'hui, il faut faire très attention à ce que la nation ou les identités ne se retournent pas contre la démocratie. Bon. Et notamment à propos d'immigration. Mais il faut bien comprendre ça. Hein. Donc je ne suis pas pour la suppression des frontières. Je suis simplement pour que les frontières soient utilisées pour ce qu'elles doivent faire, et notamment qu'elles ne puissent pas empêcher la libre circulation des humains. Mais c'est tout à fait possible. Je crois qu'on a aujourd'hui, par exemple, réussi en Europe, avec le principe de libre circulation, quelque chose de remarquable, et on le voit bien d'ailleurs, puisque ceux qui sont en défaut, comme par exemple les Hongrois,
ils font effectivement le nécessaire pour qu'il y ait plus de libre circulation en Europe. Bon, de la même façon, si on en parle, les Italiens veulent mettre des, je sais pas quoi, des murs, je sais pas quoi, et voilà. Bon, alors c'est clair qu'en sens inverse, puisque vous bénéficiez de 150 renforts de police depuis quelques jours, il ne faut pas que nous, avec nos renforts de police... Ça ne suffit pas, additiotisme. Non, je veux dire qu'on fasse l'inverse, c'est-à-dire qu'on empêche les autres de venir chez nous. Mais c'est un jeu qui est un jeu politique, dans lequel le droit doit nécessairement trouver sa place, notamment parce qu'il faut utiliser ce que nous faisons beaucoup, ce que les associations font très très bien, les magistrats, et notamment, quand il y a urgence, les juges des référés, parce qu'il y a des situations qui se traitent en référé avant de se traiter au fond, et je lisais récemment un entretien de M. Baudouin, qui est le président de la Ligue des droits de l'homme, et qui faisait allusion à un référé qu'ils ont pendant à l'heure actuelle, et aujourd'hui, je touche du bois, dans un pays comme la France, la justice, et en particulier la justice administrative, a une très grande efficacité pour préserver la mise en application des droits dont nous parlons. Monsieur Toubon, je commence par vous dire un grand merci d'avoir appliqué à la France la fameuse loi 101 qui protège la langue française dans le petit Québec face à l'océan anglo-américain. Et qui maintenant s'appelle la loi 96, hein, parce qu'ils viennent de voter une nouvelle loi il y a un an, qui s'appelle 96, et qui remplace 101 en renforçant 101, et notamment en créant des obligations d'utilisation de la langue française dans les États fédérés du Canada qui ne sont pas francophones. Bon, je ne sais pas comment ça va se passer, il paraît qu'il y a des... mais je le dis parce que eux, ils vont encore plus loin avec la carte. Pardon. C'est super. Donc ça montre votre intérêt sur les deux continents. Et ma question porte sur les deux continents. Je m'étonne, et aidez-moi à comprendre, depuis quand une loi américaine s'applique à tous les pays, ou à beaucoup de pays dans le monde. Alors qu'on parle donc des Nations Unies, en fait, c'est la hiérarchie des lois. C'est comme si cet État américain était plus État de droit que les autres, et sa façon à lui d'envisager sa loi s'impose à plein d'autres États. Restrictions économiques, voilà. Donc, voilà. Ça c'est pour de leur côté, comment ça a été possible, comment ça a été rendu possible. Habituellement, les lois d'un État s'appliquent dans son État. Excusez-moi, mais moi j'ai pas bien suivi, donc je pense que dans la salle, peut-être, c'est très technique, là, ce que vous dites entre vous et Jacques Toubon. J'ai pas bien suivi, là. Eh bien, quand on prend, par exemple, une loi financière... Vous parlez pour les États-Unis ou pour une loi états-unienne. D'accord. Eh bien, elle s'impose quasiment à tous les États qui commercent avec les États-Unis. Voilà. Je me demande comment c'est possible. C'est pas la loi qui fait la loi, c'est le dollar. Et donc la réponse à votre question, c'est ça. C'est tout simplement le... Et je crois que... Et c'est une des raisons, par exemple, je dis souvent que dans les phénomènes identitaires et tout ça, un des facteurs, c'est le fait que beaucoup de gens aujourd'hui sont contre la globalisation, anti-globalisation. Et anti-globalisation, ça veut dire en particulier qu'on ne veut pas se voir appliquer ce qui se fait de l'autre côté de l'Atlantique. C'est une des choses qui est, comment je dirais, spontanément, irrationnellement recherchée. Mais je vous répondrai que, en sens inverse, ça marche aussi. Parce que on n'a pas le dollar. Mais un sujet que j'ai beaucoup traité, beaucoup suivi, et sur lequel je suis encore tout à fait actif, puisqu'il y a deux directives, la directive Digital Services et la directive Act et la directive Digital Market Act, DMA et DSA, qui sont en train d'être appliquées, et la
DSA en particulier, M. Breton l'a dit hier ou avant-hier, le commissaire français à Bruxelles, va permettre de réguler un certain nombre de plateformes, et de plateformes américaines, puisque pour l'essentiel, hein, c'est pas nous. Bon, Amazon, Google, etc., c'est américain. Et nous avons un exemple que moi j'ai beaucoup, comment dirais-je, qui m'a beaucoup réjoui. Vous savez qu'on a fait en Europe, pour la première fois, une directive et une règle, c'est même devenu, au-delà d'une directive, un règlement. Ça s'appelle le règlement général sur la protection des données. Et qui fait que vous avez, chaque fois que on vous dit, est-ce que vous acceptez de... Non, c'est ça, le règlement général sur la protection des données. Et le règlement général sur la protection des données, il a été fait pour les 27, maintenant, les 27 pays de l'Union européenne. Mais les Américains et les boîtes américaines se sont rendus compte qu'il était de leur intérêt de l'appliquer, et aujourd'hui le RGPD a une application extra-européenne. Il s'applique aux États-Unis, il s'applique au Brésil, etc. Donc, ce que je dis en le déplorant du dollar qui impose à nous des lois américaines, ça a joué aussi sur certains sujets, et notamment tous ces sujets qui sont liés au virtuel et au numérique, et où il n'y a naturellement strictement aucune frontière. Vous n'êtes pas capable de savoir, quand vous parlez avec quelqu'un, s'il est en Éthiopie, en Californie, ou à Bécon-les-Bruyères, quand il vous parle. Voilà. Concernant les représentants élus, nous sommes habitués en démocratie occidentale que nos représentants élus décident normalement en notre nom. Là, nous avons des contre-exemples en France en ce moment, mais bon, normalement, nous représentent, donc supposément, ils écoutent ce qu'on dit, puis ils le font aussi, puis ils ont été élus pour ça. Or, il y a au niveau mondial un organisme qui est non élu, qui s'appelle maintenant l'Organisation mondiale du commerce, qui peut trancher, et des États, donc des conflits d'entreprise, et donc que la décision soit favorable à une entreprise au détriment d'un État. Voilà. Et donc ça se oui, passe... Mais l'inverse est vrai aussi. Ah vrai, oui, oui. Mais donc, l'OMC fait condamner des entreprises. Certes, mais moi c'est que des non-élus, des représentants du commerce soient supérieurs à des représentants politiques. Mais ça attendez, et c'est attends, la vie internationale est faite de traités que appliquent des fonctionnaires des États, qu'ils soient dans des organisations internationales comme l'OMC, qu'ils soient dans des relations diplomatiques bilatérales ou multilatérales, et à ce moment-là, dites aussi qu'il ne faut plus appliquer les règlements de Bruxelles. C'est exactement... Il faut faire très attention, hein. Il faut faire très attention. Quand on signe des traités, on les signe pour les appliquer. La plus mauvaise méthode, c'est de faire des traités pour ne pas les appliquer. Parce que ça veut dire que là, il n'y a plus de vie internationale, qu'elle soit au niveau communautaire en Europe, que ce soit... Et donc, moi, l'Organisation mondiale du commerce, je pense que c'est une organisation qui est encore largement perfectible, qui a très fortement démarré et puis qui a maintenant beaucoup reculé, mais je pense que ce soit pour l'OMC ou que ce soit pour autre chose, encore une fois, on applique ce qu'on a fait, et que ce soit des fonctionnaires, que ce soit des diplomates, que ce soit des économistes qui représentent la France, les États-Unis, la Belgique ou l'Espagne au sein de l'OMC, ça me paraît normal. Il y a une assemblée générale, plus ou moins, avec des parlementaires d'ailleurs aussi, mais qui est consultative. Mais moi, ça ne pose aucun problème. À partir de ce moment, là, je retrouve le libéral. Je retrouve le libéral. Non, au plan économique. Si, parce que, parce que l'OMC, c'est une... Non, au contraire. L'OMC est une organisation ultra-libérale, puisqu'elle est faite pour que les États n'empêchent pas le commerce international de fonctionner. Elle a été faite pour ça. Vous avouerez quand même, Jacques Toubon, que ça pose un problème, comme de plus en plus souvent maintenant, sur des décisions prises, style des nationalisations ou autres, dans certains États, ils sont attaqués devant les tribunaux, et au prétexte qu'effectivement ils enlèvent
la libre concurrence, le marché capitaliste en gros, et que des États commencent à être condamnés aujourd'hui, et pas à des petites sommes, des centaines et des centaines de millions ou de dollars ou d'euros. Donc ça pose quand même un problème. Et ça va un peu en contradiction avec ce que vous écrivez dans votre bouquin. Vous dites juste, la crise climatique nous presse d'accéder à l'idée d'un monde global qui réalise une solidarité au lieu du sans frontières de l'économie capitaliste. Oui. Eh ben donc il faut faire l'OMC. Donc il faut faire. Donc c'est l'inverse de ce que vous dites. Il faut faire l'OMC du climat. Mais voilà. il y a une nouvelle donne quand même, parce que quand on voit la Russie, la Chine, l'Inde, le Pakistan, une grande partie des pays d'Afrique, les BRICS, qui sont en train de s'organiser pour que les échanges ne se fassent plus en dollars. Il y a l'Amérique du Sud. C'est-à-dire, ça représente, de ce que j'ai entendu, plus de 60% de la population mondiale. Bien sûr. Donc c'est pour cela que les Américains sont très agressifs et en même temps, ils lâchent sur les GAFAM parce qu'ils sentent que le terrain... Ça ne coûte pas trop cher aux GAFAM par rapport à ce que ça leur rapporte. Non, mais 8%... C'est parce qu'ils sentent les États-Unis n'ont jamais eu autant d'inflation qu'aujourd'hui. Donc ils sentent qu'il y a plein de pays qui les lâchent, il y a une nouvelle donne. Et c'est assez surprenant du nombre de pays qui s'engagent là-dedans. Voilà, je voulais donner cette précision. Le pays qui est exemplaire de ce point de vue, c'est naturellement, et dont on parle beaucoup à l'heure actuelle, c'est l'Inde. Mais en même temps, je l'ai dit d'une phrase tout à l'heure, ça se paye d'une transformation du régime politique de l'Inde en régime autoritaire, puisque là, je ne sais plus quel organisme international suédois a employé l'expression de autocratie élective pour le système en Inde aujourd'hui. Donc, il faut quand même se poser un certain nombre de questions. Si l'Inde monte une grande organisation économique internationale et opprime les 450 millions de musulmans qui vivent en Inde, je ne sais pas si on aura gagné au change. S'il n'y a pas de questions, Jean. Moi, je suis assez d'accord avec le monsieur, hein, parce qu'il y a les tribunaux arbitraux qui font un tort considérable aux États, dans les traités comme le TAFTA, le JEFTA, et entre les États. Et les sociétés qui ne sont pas satisfaites des décisions que prenne un État accusent et attaquent les pays. Et des centaines de fois, ce sont les pays qui doivent payer. Le Brésil doit payer, non, le Mexique doit payer un tas mais même en Europe, un tas comment ça s'appelle, d'argent aux sociétés. Alors là, les tribunaux arbitraux, ça existe, que ce soit dans l'OMC ou pas, mais c'est extrêmement destructeur depuis une dizaine d'années. Oui, enfin, voilà, sans aller si loin, vous avez plein de procédures contre l'État allemand, par exemple, dans le respect de multinationales. C'est toute la question. Je veux dire, encore une fois, moi je ne suis pas de... Je pense que chaque fois qu'il y a la possibilité d'un recours, il faut pouvoir l'utiliser. Les traités, ces tribunaux arbitraux n'ont pas été mis en place arbitrairement, c'est le cas de le dire, mais au contraire, ils sont mis en, comme vous venez de dire, ils ont été mis en place par des traités internationaux, par des organisations internationales qui ont été définies par des États qui eux-mêmes sont des pouvoirs politiques légitimes. Donc, si on va au bout du raisonnement, il faut dire que ce que décide un État est irréversible. Eh bien non, jamais. Nicole, je vais te laisser la parole. Après, s'il n'y a plus de questions, on va laisser à la table. Oui, je vais te laisser la parole. Je dis simplement qu'après ton intervention et la réponse, on laisse à la table tirer les conclusions. Alors, j'ai des questions à poser dans des domaines différents. La première question, ça concerne l'éducation des citoyens à l'école publique. Et donc, à l'époque où moi j'étais scolarisée, et quand j'ai enseigné, quelques années j'ai enseigné, on faisait de l'instruction civique, c'est-à-dire qu'on apprenait la Constitution aux enfants, le vote, la représentation, enfin les grandes lignes. Et ça s'enseignait jusqu'au niveau de la 3e. C'était très bien. Ensuite, je vais poser une question différente, c'est sur le problème des monnaies dominantes. Je rappelle que la France a fixé
à partir de sa création, jusqu'à encore maintenant, la valeur du franc CFA en fin d'année. Ce qui nous a permis d'exploiter au-delà du possible et de l'imaginable l'économie des pays africains qu'on a empêché de se développer normalement. Parce qu'on n'aura pas laissé les moyens. Alors peut-être que ces moyens ont été récupérés par des multinationales ou autres, mais en attendant, nous, on a fait ce rôle-là, on nous a empêchés. Parce que quand on achetait un produit à ces pays-là, il fallait passer à payer en franc CFA, et le franc CFA, sa valeur était faite en fin d'année. Donc ça a propulsé les pays africains, quand ils achetaient des machines, par exemple, des semences, des engrais, et ça a enraissé quelques grandes sociétés, même pas l'État, mais quelques grandes sociétés. Je vous remercie de vouloir me répondre sur ces deux questions. Bon, sur l'instruction civique, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est pas vrai que les choses se sont dégradées. Il y a beaucoup plus d'instruction civique d'une manière ou d'une autre, que ce soit au collège, que ce soit au lycée, qu'il y en avait de mon temps, qui est même encore plus avant que vous, bon, compte tenu de mon âge. Donc, en fait, il y a eu un progrès très insuffisant, très insuffisant. J'ai un arrière-petit-fils qui est en quatrième, j'ai une arrière-petite-fille qui est en seconde et tout ça. Je trouve que c'est moi qui leur donne des cours, parce que ce qu'on leur dit, c'est pas... Mais c'est beaucoup plus que ça n'était. Enfin, il y a... on avait avant, et moi je l'ai vécu, hein, quand on avait des trucs comme ça, soit la leçon de morale, soit le machin, tous les jours devant nous, dans les années 50, bon, et aujourd'hui, on a beaucoup évolué. Simplement, les effectifs sont tels qu'on ne consacre pas assez de temps à ces matières, qui sont les matières, je dirais, d'éducation citoyenne. Et moi, je vais même plus loin. Je considère comme une hérésie que le droit, comme la médecine, ne soit enseigné qu'à partir du moment où on entre dans l'enseignement supérieur. Si vous n'entrez pas dans une faculté de droit, vous n'apprendrez jamais du droit. Bon. C'est une connerie absolue. Que la médecine soit réservée à l'enseignement supérieur, oui, parce que il y a peut-être un risque de tuer quelqu'un. Bon. Et donc, mais que le droit, par exemple, ne soit pas enseigné progressivement, à partir, mettons, de la seconde. Je n'ai toujours pas compris. Et qu'il y ait cette espèce de monopole des enseignants de droit à l'université, etc. Voilà, je dis ça, et pourtant, bon, moi, j'ai rien à dire, puisque j'ai fait des études de droit dès que j'ai passé mon bac. Mais c'est tout ça pour dire que je vais dans votre sens, où je crois qu'il faut développer l'enseignement de ces matières. Et en ce qui concerne les monnaies dominantes, bon, le CFA, c'est fini. Toute la question est de savoir si la situation monétaire des pays de l'Afrique francophone est mieux aujourd'hui qu'elle n'était auparavant. C'est une question qui mérite d'être posée. Je n'en sais rien, c'est pas ma spécialité, mais je n'en suis pas sûr. Ce qui est vrai, c'est que le franc CFA a fonctionné, il faut être objectif, au bénéfice de la France, a permis de retirer beaucoup de liquidités au profit de la France pendant toutes ces années, et que, de ce point de vue, c'était une monnaie coloniale qui appartenait à un système colonial dont tout le monde sait qu'il a toujours plus rapporté à la métropole coloniale qu'aux pays colonisés, que ce soit la colonisation anglaise, française, allemande, italienne et ce qu'on voudra. Voilà. Donc la monnaie du type franc CFA participait de ce système, et c'est très bien de ne plus l'avoir. Mais sur le plan économique, je m'interroge. Il y a un cas qui est intéressant, mais je ne suis pas capable de le faire, mais
il y a des papiers, il y a des livres là-dessus, c'est la comparaison entre l'Algérie, qui n'est jamais rentrée dans ce système, et d'autres pays. La comparaison est faussée par la richesse pétrolière de l'Algérie, mais quand même, on peut réfléchir à ça, mais en tout cas, dans l'histoire, ça a été un instrument de domination et de profit pour la métropole. Bien, je vous remercie. Une dernière question. Non, bon, c'est bon, j'ai trois petits trucs, trois petits trucs quand même à dire. Donc, c'est pas pour conclure. J'ai une information après. Alors, c'est pas pour conclure, mais bon, sur les 160 pages du bouquin de Jacques Toubon, j'avais 10 pages de notes, donc on n'a pas pu tout aborder ce soir. Je vais vous verser quand même. Qu'il a fait un travail. Je vais vous le journaliste. Non, quelques idées dont on n'a pas débattu à propos du grand remplacement. Selon Jacques Toubon, le grand remplacement qui repose en partie sur ce que serait la surfécondité des femmes immigrées. Or, les femmes entrées à leur naissance en France ont le même taux de fécondité que les Européennes. Ça, c'est Jacques Toubon qui le dit. Parce que c'est notamment ce que les Italiens disent à l'heure actuelle. Leur machin sur le remplacement ethnique, là, les Italiens, ils sont en train de dire les histoires de natalité. Sur les quartiers populaires, des actions urgentes doivent comporter une politique de rénovation massive des logements afin que la concentration de ces populations cesse d'être celle des pauvres vivant dans des taudis ghettoisés. On ne doit pas tenir ces quartiers comme perdus pour la République. Il faut les reconquérir, non par la force, mais par des actions économiques, sociales, éducatives et culturelles. Il y a encore deux, trois autres citations. Oui, les étrangers, ils représentent 10 à 12% de la population en France. C'est moins que dans tous les autres pays industrialisés, Italie exceptée. Les immigrés, quant à eux, c'est seulement 8%. Et puis, selon l'OCDE, c'est toujours dans le bouquin de Jacques Toubon, les immigrés versent davantage d'impôts et de cotisations sociales qu'ils ne reçoivent en prestations et services, et que les dépenses d'intégration sont largement rentables en termes budgétaires. Ça, c'est extrêmement important. La balance pour les dépenses qu'on fait pour les étrangers par rapport à ce que, notamment, ils payent en termes de cotisations ou d'impôts, est une balance qui est positive pour l'État. Hein, ça, il faut bien le tympaniser. Or, c'est l'antienne du Front National de dire qu'est-ce qui nous coûte, etc. Il faut les foutre dehors, ils nous pompent le sang, etc. Tout ça, c'est pas vrai. Et puis, il n'est pas tendre avec sa famille politique, Jacques Toubon. Que dit-il? Depuis 30 ans, la droite souligne lourdement la différence entre notre culture chrétienne et l'islam afin de le disqualifier. La droite prend des positions proches de celles du Front National d'antan. C'est Jacques Toubon qui le dit. Et je terminerai en... Vous savez très bien qu'aujourd'hui, pour des raisons historiques évidentes, l'antisémitisme est très mal vu, mais l'anti-islamisme se porte assez bien. Malheureusement. Je terminerai par ce par quoi j'aurais dû commencer, puisque c'est en exergue de l'ouvrage. Vous citez Saint-Exupéry dans Pilote de guerre, paru en 1942. Tous les êtres humains appartiennent à la même espèce et proviennent de la même souche. Ils naissent égaux en dignité et en droit et font tous partie intégrante de l'humanité. Donc vous aurez compris que demain, je ne sais plus à quelle librairie, mais Alain va rappeler au Jean-Pierre, un Sénat, un Masséna, ouais, de 14 à 16 heures. Comme il m'avait pas vu pour mon bouquin, je l'ai suivi. Rue Geoffredo, près de la place Masséna. Donc, rue Geoffredo, ce bouquin, je vous assure, ça vaut le coup vraiment de le lire. Et plus modestement, vous avez le mien qui est toujours là, dans l'audiovisuel public. S'il y en a qui l'ont encore pas. Et je ne vais pas le laisser partir sans un petit cadeau qui va faire plaisir à Jean Masse, qui est dans l'assistance, Jean Masse de l'école de Nice. Partisan de Fluxus, animateur des grandes soirées Fluxus dans les années 70-80, un ancien ministre de la Culture, ça va lui faire plaisir. C'est bien l'inventeur de la Cajamouche. Et bien sûr, et une précision, de la Cajamouche. Il est à l'initiative du festival Peu, qui ne se fait plus à Bonson parce que le nouveau maire, il n'aime pas le bruit, il a supprimé le restaurant, etc. Ouais, donc c'est les odeurs aussi, non? C'est la municipalité du Broc qui prend à l'initiative de Jean Masse. Donc Jean Masse, il a fait une œuvre de Toubon. Donc Jean Masse, voilà. J'ai tu peux venir, Jean Masse, comme j'ai fait, viens, va Jean.
Oui, non, mais là, je peux... Comme j'ai eu aussi un magazine culturel à France 3 à une époque, j'ai beaucoup de pièces d'artistes. Et en préparant l'interview de Jacques Toubon, j'ai retrouvé, je vais vous l'offrir, monsieur le ministre de la Culture, c'est une prise d'ombre de Jacques Toubon. Alors ça, c'est la 203 sur les 300 qui existent. Tu me l'avais envoyé pour l'Evo 96, ça remonte, Jean. Hein. Oui, mais c'est donc la prise d'ombre de Jacques Toubon par Jean Masse du mouvement Fluxus. Je vous la remets en souvenir. Ah oui, ça c'est formidable. Ah oui, alors, initialement... Il va expliquer comment... Oui, ben je peux en parler là. Bon, initialement... Non, mais on m'entend. Oui. Alors... Si tu vas s'enregistrer pour la postérité. Initialement... Quoi? C'est le centimètre. Oui, alors, initialement, je me suis dit... Bon, il n'y a pas d'ombre sans soleil. Et... Monsieur le ministre de la Culture, c'est le soleil de son ombre, à l'époque. Et j'ai eu le plaisir d'être reçu donc chez vous, avec Sylvana, qui s'occupait, qui dirigeait une salle d'exposition. Et à l'époque, je faisais les ombres des artistes de l'école de Nice. Et je me suis dit, ah, mais il y a le ministre de la Culture qui supervise un peu tout ça, qui est au fait des ombres, eh bien, je me suis dit, et en plus, je me suis dit, ça va être tout bon pour nous. Excusez-moi, mais c'est tellement facile que je m'excuse. Hein. Mais c'était comme ça, c'était un classique d'époque. Et nous nous sommes retrouvés, et j'ai réalisé, à l'époque, c'était les diapositives, hein, donc j'ai fait une diapo de son ombre, et ensuite la projection sur une surface. Ah voilà, parfait. Et les cartes postales ont été éditées, il y a eu 1 millier d'édités par les éditions Giletta, à l'époque. Hein, à l'époque. Donc voilà, je vous remercie de vous être prêté à ce jeu de l'ombre grâce au soleil. Voilà. Merci Jean, artiste et camarade de l'énergie qui se bat lui aussi. Je remercie beaucoup Jean Masse. Ça, c'est absolument magnifique parce que c'est très malin et il faut y penser. C'est très très bien fait. Et si j'ai bien compris, je vais être gratifié de cette magnifique œuvre qui est devant moi là. Et lorsqu'on aura réussi à la faire transporter à Paris, je pense que ça va être pour bien. Donc on va faire une photo avec Jean quand même, parce que c'est très important. Jean d'abord. Allez, viens. Qui c'est qui nous photographie? Bravo. Ça. Regarde. Allez, tiens, vas-y. Jean. Bravo. Merci. C'est une pièce numéro 2. Bon, nous pouvons remercier Jacques. N'oublions pas qu'il est d'origine niçoise. Il nous a fait le plaisir de venir. Il a animé un très bon débat. Mais quelques rappels, donc vous savez qu'on ne vit que avec des cotisations. Donc on a mis des petits paniers, vous pouvez verser quelques euros, même des centaines d'euros. On vous demande aussi, ceux qui le souhaitent, qui ne le sont pas, d'adhérer, c'est 25 euros par an. Parce que vous savez, une conférence comme là, avec le vigile, ça nous revient à peu près à 250 euros. Voilà. Donc pour continuer à organiser ces conférences gratuitement, on compte sur votre soutien. Donc, si je ne me trompe pas, le 12 mai, c'est le 11 mai. 11 mai, donc, jeudi quoi. Il y aura Ernest Pilleux et Edmond Baudouin dans cette salle. Vous allez faire applaudir la prestation. Ils vont nous parler de leur art. Voilà, je vous remercie et bonne soirée.